1968, on a prêté au directeur du journal français Le Monde des dons de prophète pour avoir dit un peu plus tôt, un peu avant mai, que la France s'ennuyait. On pourrait se demander aujourd'hui si le monde ne s'ennuie pas et s'il ne faut pas parler, en tout cas dans les pays démocratiques, d'une certaine fatigue, d'une certaine lassitude pour caractériser une opinion publique qui est souvent amenée à constater la lenteur ou la mollesse des institutions politiques pour faire face aux urgences du moment, l'accroissement de l'écart entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres, les menaces écologiques, la violence, le désordre. La politique n'est pas la seule à souffrir de cette désaffection ou de ce discrédit. Un journal parlait récemment, pour s'en réjouir, d'un léger retour de confiance du public à l'égard de la science. Mais qu'est-ce que c'est que le discrédit de la science ? Il peut recouvrir des craintes diverses, contradictoires, ou les confondre. Par exemple, il y a la crainte de son impuissance relative ou provisoire pour les optimistes, face aux épidémies nouvelles, sida, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, etc. Il y a, en sens inverse, la crainte de sa surpuissance face aux inventions inquiétantes pour certains, les produits transgéniques, le clonage humain. Il y a donc une sorte d'ambivalence face aux applications de la recherche scientifique, aux technologies. Les humains peuvent être partagés entre le vertige de la consommation, notamment devant les nouvelles possibilités de communication, et les terreurs ancestrales réactivées, réactualisées, les peurs de l'an 2000, qui ont tout à voir avec l'élargissement de notre monde, de notre horizon quotidien. Enfin, le monde d'information et d'images qui nous entoure, qui nous submerge, nous confirme dans le sentiment de vivre une situation bouclée, globale, d'où sont éventuellement éliminés les écarts à la norme les plus gênants. C'est le thème du droit d'ingérence politiquement. La résistance à cet état de fait s'est exprimée récemment plusieurs fois par la réunion des mouvements qu'on avait d'abord appelés anti-mondialisation, puis d'alter-mondialisation, mouvements assez divers, assez différents, qu'il faut d'abord considérer, je pense, comme les symptômes d'une prise de conscience planétaire. Mais cette prise de conscience reste pour l'instant fragmentaire ou impuissante. Le nouvel espace public planétaire n'est pas encore né et au total, c'est plutôt le sentiment d'une sorte de surprise fascinée qui domine chez les observateurs du monde contemporain devant l'ampleur d'un changement d'échelle rapide et d'un changement de décor dont ils n'ont pas su et ne savent pas encore imaginer les conséquences à long terme. Voilà les quelques points que je voudrais aborder ce soir rapidement. Le changement d'échelle, l'accélération parallèle de l'histoire et de la science et la montée du silence devant tous ces événements. Un changement d'échelle. Nous vivons, sans oser nous en rendre compte complètement, une période de transition au terme de laquelle la Terre ne sera peut-être plus qu'un point de référence ou un point de départ. L'exploration de l'espace vient à peine de commencer, mais l'évolution politique et scientifique de la planète est déjà profondément marquée par cette perspective nouvelle. La mesure de l'espace et du temps change à partir du moment où la Terre n'est plus qu'un point de référence. Et elle change sur la Terre elle-même. À plusieurs égards,
la planète comme telle est devenue l'unité spatiale de référence. Nous évoquons des planètes ou des comètes bien lointaines. La même chose pour le temps. Le siècle, qui pourrait sembler une unité historique dérisoire au regard de l'espace-temps dans lequel nous appréhendons l'univers, eh bien, le siècle devient pourtant une référence trop large pour rendre compte de l'histoire à venir. La fameuse accélération de l'histoire n'est que l'histoire des changements de mesure et de référence qui lui ont permis de se constituer. Lorsque nous parlons des époques préhistoriques, nous en rendons compte en termes d'ère ou d'âge, essentiellement à partir des innovations technologiques qui y ont vu le jour, l'âge de la pierre, le passage à l'agriculture. Les temps historiques, eux, s'abordent d'abord en millénaires, puis en siècles. L'unité se réduit. Pour rendre compte de la lutte d'influence du christianisme et de l'islam dans l'Europe méditerranéenne, nous comptons encore par groupes de siècles. Entre la reconquête chrétienne de Tolède et celle de Grenade, il s'écoule 4 siècles. Quand nous arrivons à l'époque moderne proprement dite, le siècle devient une période trop grande. Du début à la fin des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, l'ampleur des changements scientifiques et politiques est déjà très remarquable. Et même si des styles de pensée et des styles esthétiques portent l'estampille, la marque de tel ou tel d'entre eux, au prix d'assez larges approximations, la pertinence du découpage de l'histoire en tranches séculaires pose problème. Ces nuances font les délices de certains historiens, mais l'essentiel concerne le présent. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il s'est passé dans le dernier demi-siècle des transformations scientifiques et technologiques plus radicales que depuis l'apparition de l'humanité? Au cours du XXIe siècle, est-ce que ce ne sont pas des tranches de 20 ans ou de 10 ans qu'il faudra étudier pour prendre la mesure des transformations intervenues? Ainsi, à peine prenons-nous acte des modifications brutalement accélérées qui ont fait de la planète dans son ensemble un espace de communication ou un empire, pour reprendre le terme avancé par Michael Hart et Antonio Negri, que déjà se sont mises en place les expérimentations qui feront demain du corps humain un corps apte à supporter durablement l'apesanteur, à multiplier les performances, à intégrer des éléments mécaniques ou électroniques, à multiplier les performances, à se rapprocher du modèle de l'homme bionique que la science-fiction imaginait. D'un autre côté, la coopération internationale en matière d'exploration spatiale exprime l'unité imposée à la planète par ses nouveaux objectifs, même si, bien sûr, cette unité consacre les rapports de force existants. Nous apprendrons un beau jour qu'une nouvelle Amérique a été découverte, ou plusieurs, alors même que nous aurons vu partir les explorateurs des temps nouveaux, sans leur accorder plus d'importance que les villageois de l'Extrémadure, 6 siècles plus tôt, aux futurs conquistadors. Et pourtant, les conséquences de cette nouvelle conquête seront à terme, sur tous les plans, encore plus décisives pour l'avenir des terriens que ne le fut la première. Mais mon propos ici n'est pas d'essayer d'imaginer nos stupeurs prochaines devant l'accélération de notre histoire. Depuis 1 ou 2 décennies, le présent, paradoxalement, est devenu hégémonique. Le présent, aux yeux du commun des mortels, n'est plus issu de la lente maturation du passé et il ne laisse plus transparaître les linéaments de possibles futurs, mais il s'impose comme un fait accompli, accablant, dont le surgissement soudain escamote le passé et sature l'imagination de l'avenir. Et c'est à ce point que nous retrouvons une ambivalence qui
redouble ou prolonge l'ambivalence que j'évoquais en commençant. C'est l'ambivalence de l'impensé et de l'impensable. L'impensé, le non-pensé de la consommation, image d'un présent indépassable défini par la surabondance des objets qu'il nous propose. Mais d'un autre côté, impensable de la science qui est toujours au-delà des technologies qui en sont la retombée et qui continuent à avancer de façon vertigineuse. Le monde de la consommation dans lequel nous vivons se suffit à lui-même. Il a des allures de cosmologie. Il définit son mode d'emploi. Peut-être pourrait-on parler à ce propos de cosmotechnologie, en entendant par là l'ensemble des technologies mises à la disposition des humains pour gérer leur vie matérielle et l'ensemble des représentations qui leur sont liées. La cosmotechnologie définit la nature et les moyens des relations que les humains peuvent entretenir entre eux en s'y référant. Tout cela compose un monde de l'immanence où l'image renvoie à l'image et le message au message. C'est un monde à consommer de suite, comme les pâtisseries à la crème. Un monde à consommer, mais non à penser. Un monde où, du même coup, peuvent se mettre en place des procédures d'assistance, mais non s'élaborer des stratégies de changement. Et en face de cela, le monde de la science, lui, est toujours dans le mouvement, aux frontières du connu et de l'inconnu, au regard de sa finalité vraie, chaque jour plus explicite, la structure de l'univers, l'origine et les mécanismes de la vie, les cosmotechnologies qui se referment en boucle autour de la planète ne sont qu'une retombée rassurante et en ce sens aliénante. Mais l'indissociable couple science-technologie, pour sa part, nous promet encore des découvertes, des déplacements d'horizon et des renversements de perspectives. Alors qu'en est-il du devoir d'imagination ? Pour les chercheurs, ce ne peut être que le mouvement intellectuel qui les pousse à préférer l'inconnu, objet de la science, à l'évidence du présent dans lequel nous vivons. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre alors que les considérations sur les changements d'échelle à venir, sur l'ouverture de la planète à d'autres espaces, ne privilégient pas le point de vue de Sirius ? Est-ce que ces préoccupations ne nous éloignent pas infiniment des réalités économiques, politiques, sociales qui sont aujourd'hui les nôtres ? Au pire, est-ce qu'elles ne risquent pas de favoriser une vision élitiste de l'humanité au service d'une vision technoscientifique de son avenir ? Une idéologie de la découverte et de la conquête où ne se reconnaîtrait qu'une poignée d'élus. On peut penser, ou en tout cas espérer, le contraire. La conscience du changement d'échelle qui caractérise d'ores et déjà la vie économique, politique et culturelle de notre monde nous contraint en effet à reprendre un certain nombre de questions depuis longtemps débattues pour faire l'effort de résister aux fausses évidences du présent. Les questions classiques qu'il nous faut reprendre portent sur trois relations essentielles. La relation entre les sciences et la société, la relation entre les sciences et le pouvoir, et la relation entre les sciences elles-mêmes. Ces questions classiques ont donc à voir avec les thèmes de la démocratie, de la souveraineté et du savoir. La question des relations existant entre les sciences elles-mêmes et plus largement la question du rapport entre les différents types de savoir et de recherche nous importe particulièrement parce qu'elle est peut-être la clé de la réponse aux deux autres questions. Et on peut avancer l'hypothèse qu'elle se pose aujourd'hui en termes différents de ceux d'hier, parce que le contexte global de la recherche que j'évoquais en commençant
en a modifié les termes et le sens. L'histoire des sciences, l'histoire des idées, l'histoire de l'art ont toujours tenu compte du contexte. Mais la notion de contexte peut s'entendre en des sens divers et elle n'a pas le même statut lorsqu'elle se réfère aux sciences dures, aux sciences de la nature, et lorsqu'elle se réfère aux sciences de l'homme, aux sciences sociales. Les sciences et les arts se développent dans des milieux particuliers, à des époques particulières, et chacun sait qu'ils ne peuvent s'étudier et se comprendre pleinement qu'en tenant compte de ce contexte. Mais ils se développent aussi en fonction d'un contexte qui est propre à chacun d'eux, qui appartient à l'histoire particulière de chaque discipline. C'est la distinction classique dans l'histoire des sciences entre le point de vue externe et le point de vue interne. Mais cette distinction est susceptible d'évolution. Dans tous les cas, en tout cas, ce qui est en cause, c'est le rapport entre ce que l'on pourrait appeler l'état des questions, le point de vue interne, et l'état des lieux, le contexte général, le point de vue externe. Dans toutes les disciplines des sciences et de l'art, l'état des questions est évolutif. Il y a un progrès des connaissances qui est visiblement cumulatif dans le cas des sciences dures, tant leur matière est inépuisable, et qui est plus torturé, plus compliqué dans le cas des arts, dans la mesure où la matière même de l'œuvre, le son, la lumière, ou ses formes, la mélodie, la figure, les couleurs, deviennent progressivement l'objet et non plus le moyen de la création et de la recherche artistique, ce qui peut être l'occasion de redécouvertes ou de remises au goût du jour qui n'ont pas exactement leur équivalent dans le domaine scientifique. La découverte de l'art nègre en son temps, celle des peintures aborigènes australiennes plus récemment, appartiennent à un tempo spécifiquement artistique. Le cas des sciences humaines est intermédiaire. On ne peut pas nier qu'elles aient fait des progrès au cours du XXe siècle. La cartographie du savoir s'est enrichie, on a étudié les modes d'organisation sociale les plus divers, des domaines nouveaux, révolutionnaires ont été ouverts, la psychanalyse par exemple, l'histoire elle-même, les changements et les traumatismes qu'elle a imposés aux individus et aux sociétés ont constitué une sorte d'expérimentation in vivo qui a été pour elle l'équivalent des expériences scientifiques. Les anthropologues, par exemple, n'ont étudié que des groupes profondément perturbés par le contexte colonial. Et sans doute dans le champ des sciences humaines et sociales, n'est-il ni possible ni souhaitable de distinguer radicalement l'état des questions et l'état des lieux. L'état des lieux, c'est le contexte général où bien des attitudes mentales et des comportements trouvent leur origine. Dans le langage marxiste des années 60-70, on parlait à son propos d'idéologie dominante. Peut-être pourrait-on à ce propos parler de conscience sociale, parce que chacun sait que la conscience peut être malheureuse et que la conscience aujourd'hui, la conscience sociale, est marquée par les ambivalences de notre temps, que j'évoquais tout à l'heure, familiarité de la consommation, évidence du quotidien, peur de l'inconnu, impensé de la cosmotechnologie, impensable de la science. La conscience sociale aujourd'hui, c'est à la fois la conscience de ce qui est actuel et la conscience des limites, des risques ou des incertitudes, des inachèvements de cette actualité. Pour le dire familièrement, nous sommes sûrs d'y aller, et d'y aller à bonne allure, mais nous ne savons pas où nous allons. Ce qui simplifie et complique à la fois les choses, c'est que, bien évidemment, l'état des questions fait partie chaque jour davantage de l'état des lieux. Les médias diffusent une information sur la science et ses retombées technologiques qui contribuent à la formation de la conscience sociale. Les politiques de recherche
Le choix des programmes scientifiques qui coûtent chaque jour plus cher dépendent largement de la politique, justement, c'est-à-dire de l'état des lieux. Les modes intellectuels, les péripéties historiques et plus encore les enjeux économiques pèsent sur l'état des questions, sur l'intériorité même de la science. Le scientifique, aussi dur que puisse être sa science, n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire. Le cas des sciences sociales est particulier, car l'état des lieux fait traditionnellement partie de son objet. Et en ce sens, ce sont des sciences historiques, c'est-à-dire prises dans l'histoire. Les sciences de la nature et de la vie découvrent une complexité croissante, dit-on. Mais ce qui croît, en fait, c'est la connaissance que nous avons de cette complexité. La complexité, elle était là dès le départ. Les grands événements auxquels ces sciences peuvent faire référence, l'apparition de la vie, la naissance de l'univers, ne s'y situent pas dans un temps historique, mais sont plutôt des expressions de la complexité de leur objet. Les sciences sociales, quant à elles, ont affaire à une double complexité. La complexité de leur objet, d'abord, et de ce point de vue, on peut parler d'un certain progrès des connaissances, mais en deuxième lieu, il y a la complexification historique de leur objet. Ça n'est pas la même chose de travailler dans un village africain il y a 50 ans et d'y travailler aujourd'hui. Les formations sociales et politiques, les idéologies, l'aménagement de l'espace, la démographie changent. Et ce changement lui-même est l'objet des sciences sociales. C'est dire que d'une part, l'état des lieux pour les sciences sociales est une contrainte, comme pour les sciences de la nature, mais c'est aussi un objet. Et d'autre part, pour cette même raison, les sciences sociales ne sont donc pas des sciences au même titre que les sciences de la nature ou de la vie. Quand je fais ce constat, je ne le fais pas du tout à l'appui d'une conception relativiste, qualitative et laxiste des disciplines des sciences sociales, mais je fais simplement allusion au fait que, dans le domaine des sciences humaines et sociales, les objets et l'expérimentation sont historiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas des sciences de la nature et de la vie. Dans tous les cas, c'est de l'évidence que la recherche doit se méfier, et contre l'évidence qu'elle doit faire appel à l'imagination. Pourquoi le doit-elle? Parce que, dans le cas inverse, elle renoncerait à la complexité qui fait son objet. L'état des questions dans toutes les disciplines de la science, de l'art et même de la gestion peut être un facteur d'immobilisme, de routine, de répétition, lorsque s'expriment de façon apparemment définitive des formules qui sanctionnent la tyrannie du présent. Ce sont des formules qui nous semblent aller de soi et qu'il ne nous vient pas à l'esprit de discuter. Citons parmi les plus récentes la fin de l'histoire, la globalisation, ou peut-être même la plus classique et ancienne loi du marché. Toutes formules qui sont présentées comme indépassables et qui, de ce point de vue, constituent autant d'interdictions de pensée. Les expressions de l'évidence, représentées et amplifiées par le système mondial de communication, appartiennent souvent de façon simultanée à l'état des questions et à l'état des lieux, et cette double porosité, cette contamination, a toute chance de s'accroître à l'avenir. Mais elle est caractéristique d'un état de transition qui voit la planète se transformer insensiblement en un point de référence. Transformation qui relève à la fois de l'histoire générale et de l'histoire des sciences. Ce changement d'échelle peut avoir une conséquence heureuse en obligeant les sciences, la philosophie et les arts à découvrir et à explorer leur territoire commun. Le royaume de ce que j'appelais tout à l'heure la cosmotechnologie a deux faces. Celle des évidences est la première, lumineuse et aveuglante, mais sur la seconde, la face cachée, on peut apprendre à décrypter la nécessité des solidarités
entre sciences, technologie et société. La recherche scientifique fait des découvertes dont l'application en tout domaine peut transformer non seulement la vie, mais l'identité des êtres humains. Les questions posées relèvent alors de la société, pas seulement des experts ou des belles âmes, mais de tous ceux qui sont soucieux de l'avenir social des humains, de nous tous en somme. Les comités d'éthique ou autres commissions de circonstances expriment à leur manière la nécessité de ces nouvelles collaborations. Mais bien au-delà de cette nécessité, leur apparition correspond à un phénomène majeur. L'histoire, en quelque sorte, a rattrapé la science. L'histoire a rattrapé la science, ou plus exactement, la science est entrée dans l'histoire. Non pas simplement au sens où les conséquences de la science, ses applications, peuvent poser des problèmes éthiques. Nous savons depuis longtemps que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais au sens où les objets de la science sont devenus des objets historiques. La conquête de l'espace ou l'exploration du vivant font maintenant partie de l'état des lieux, non seulement à cause de leurs éventuelles applications à la Terre et aux hommes, mais parce qu'elles mettent au jour les paramètres de l'avenir. Et les scientifiques s'en rendent si bien compte qu'ils s'empressent toujours de souligner les aspects pratiques, applicables de leurs découvertes, notamment par exemple leur intérêt médical à propos du clonage ou des expériences qui combinent les neurones et les microprocesseurs, comme pour tempérer par le langage rassurant, évident de la cosmotechnologie, le vertige qu'ils introduisent dans l'histoire des hommes. L'avenir de nos sociétés, l'avenir de la planète comme ensemble de sociétés, ne peut s'imaginer en faisant abstraction de la science. C'est elle, à terme, qui ordonnera le social. Et l'opposition entre le point de vue externe et le point de vue interne tendra à s'effacer. Mais face à ces perspectives vertigineuses, il faut constater un autre phénomène qui est celui de la montée du silence. Il est significatif que durant les 20 ou 30 dernières années, le discours sur les finalités de la vie en société ait bougé. Tout se passe comme si les anciens colonialistes, notamment, avaient bel et bien laissé tomber les idéaux qu'ils proclamaient naguère. Nul n'assigne plus, comme on le faisait encore dans les années 60 ou 70, un avenir prospère à terme à tous les pays, y compris aux pays qu'aujourd'hui on hésite à dire en voie de développement, selon l'expression consacrée. Il est vrai que certains de ces pays que l'on appelait en voie de développement apparaissent aujourd'hui plutôt en voie de sous-développement. Des mots nouveaux, au moins dans l'emploi qui est en effet de nos jours, sont apparus dans les toutes dernières années. Par exemple, le mot humanitaire comme adjectif, non plus dans le sens classique, humanitaire défini dans le dictionnaire, qui vise au bien de l'humanité, mais plus mollement dans le sens de relativement à des hommes. Ainsi, l'expression catastrophe humanitaire, qui ne veut en toute rigueur rien dire, est-elle couramment utilisée. Employer substantivement l'humanitaire. L'humanitaire désigne un mode et un terrain d'intervention qui correspondent à une activité professionnelle reconnue. On travaille dans l'humanitaire, comme d'autres dans le pétrole ou le tourisme. Les mots compassion, charité ont trouvé une nouvelle jeunesse avec Mère Teresa, avec Lady Di. Les bonnes œuvres sont à la mode. Le repérage de ces micro-séismes, de ces petites secousses sémantiques, révèle
des bouleversements plus profonds. Dans certains domaines de l'économie, l'évocation des finalités ne se fait plus entendre. Si ce silence ne se remarque pas, c'est qu'il est rempli par les fracas de l'actualité. Le silence monte, mais le bavardage est là. Les actions humanitaires, les guerres, le droit d'ingérence, charité business. Un fracas d'où émergent quelques mots, ceux que je viens de citer, d'autres encore, des mots apparemment anodins ou bien intentionnés, mais qui consacrent la division du monde entre ceux qui décident des finalités et les autres. Mais de quelle finalité décident ceux qui décident? On a de plus en plus le sentiment que le pouvoir dans l'entreprise, le pouvoir des entreprises, est la finalité dominante des maîtres de l'économie. À l'heure des délocalisations, des fusions et du marché mondial, ce pouvoir n'a pas besoin d'être politique au sens traditionnel du terme. Tout juste a-t-il besoin de quelques relais politiques pour se débarrasser de ce qu'on appellera le carcan de la réglementation. La finalité du système économique dominant, au total, est-ce qu'elle ne se résume pas à sa propre reproduction? Si tel est le cas, il faut admettre que l'abondance n'est plus l'idéal social de l'organisation économique. La consommation lui suffit. Bien sûr, il y a abondance au sens où ceux qui peuvent consommer trouvent à se satisfaire. Il y a abondance au sens où ceux qui peuvent consommer peuvent surconsommer. Il y a abondance au sens où la production peut être excessive. Mais c'est alors la logique financière qui l'emporte. Les excédents sont détruits dès que les prix chutent. On voit ainsi se restreindre ou disparaître des productions agricoles alors que des populations entières sont menacées de famine. On constate que les producteurs de matières agricoles comme le café ou le cacao dépendent des caprices d'un marché sur lequel ils n'ont pratiquement aucun contrôle. On voit des entreprises qui licencient des travailleurs alors que leurs résultats sont bons, mais sous la pression des actionnaires pour que les actions montent. Bref, s'il est vrai que les entrepreneurs de la société capitaliste ont réussi à mettre au point un formidable outil de production, s'il est vrai que le marché est inondé de produits nouveaux chaque jour, par exemple dans le domaine des technologies de la communication, la finalité ultime, humaine, sociale, mondiale de cette création de richesse est évoquée de plus en plus paresseusement. On suggère par exemple que l'essor de la communication est une promesse de liberté, ce qui est vrai en un sens. L'information et les images circulent malgré les barrières politiques. Et ce qui est faux en un autre sens, car les systèmes politico-idéologiques les plus archaïques ou les plus autoritaires peuvent s'accommoder de la modernité technologique la plus avancée. Si la logique financière et marchande domine la logique de la production, c'est sans doute qu'aucune intentionnalité politique n'anime plus la production. D'une certaine manière, le système économique se suffit à lui-même. En ce sens, il a le pouvoir. Et il n'est même pas certain qu'il ait besoin d'étendre son marché. Celui-ci se renouvelle de lui-même par les changements accélérés de produits qu'entraînent les progrès de la science et de la technologie. C'est fou la vitesse à laquelle un téléphone ou un ordinateur se démode. Il n'est donc plus certain que l'ouverture de nouveaux marchés et le développement des zones faiblement consommatrices de la planète soit encore une nécessité pour le marché. Dès lors, et ici aussi
il serait intéressant d'étudier l'évolution du vocabulaire et du langage, la part déléguée aux politiques et à l'État est davantage celle du maintien de l'ordre, la sécurité intérieure, la politique étrangère qui n'est à bien des égards que la projection vers l'extérieur du souci de sécurité intérieure, restent des fonctions régaliennes de l'État, mais on voit bien comment, si cette évolution se confirmait, l'État n'apparaîtrait bientôt plus que comme la force supplétive de l'organisation économique. Lorsqu'on dénonce ou lorsqu'on déplore aujourd'hui la faiblesse du débat politique, l'absence de messages forts, on ne fait que prendre acte d'un transfert de compétences qui s'opère du public vers le privé. Ce transfert lui-même s'opère dans un silence relatif. Les discours et les messages sont innombrables, communication oblige, mais les perspectives sont floues et les fins sont incertaines, comme si le mot d'ordre du système économique était devenu toujours plus de progrès technique pour toujours plus de statu quo social. Si la situation résumée ici à très gros traits intéresse l'anthropologie sociale, c'est d'abord parce que, à certains égards, elle répète ou tente à répéter une expérience dont cette discipline a déjà été témoin, sans y prêter peut-être toute l'attention souhaitable, ni en tirer toutes les conséquences. L'expérience de la colonisation et de la décolonisation, dans la mesure où cette dernière, la décolonisation, a rapidement éliminé les discours finalistes qui servaient de justification à la première, la colonisation. Peut-être même cette élimination des discours finalistes définit-elle la décolonisation? En est-elle l'essentiel? Le thème explicite de la fin de l'histoire est celui plus ou moins implicite de la partition du monde entre ceux qui sont dans le coup et les autres, les assistants et les assistés, privilégie une lecture de l'histoire au présent qui ôte toute pertinence à l'idée de progrès ou à celle d'un monde meilleur pour demain. Ces idéaux sont encore formulés, pourtant localement, de façon brouillée et vague. Des résistances à l'état de choses existant s'ébauchent, mais au nom d'idéaux éclatés, particuliers, inachevés et parfois contraires, les cultures minoritaires, le monde paysan, l'écologie, tout mot d'ordre qui, même lorsqu'ils tentent de s'exprimer à l'échelle planétaire, ont de la peine à ébaucher des projets lisibles pour l'avenir et à proposer des finalités qui ne soient pas essentiellement défensives. Cette situation, qui est intellectuellement intéressante, peut s'appréhender, à mon sens, avec une efficacité particulière si on tente de l'observer à l'échelle anthropologique, c'est-à-dire sur des unités réduites, mais dans lesquelles se font sentir les effets du nouveau contexte, le contexte planétaire. Ce contexte planétaire sous le double et éventuellement contradictoire aspect de la globalisation techno-économique et de la conscience planétaire en plein développement. Les domaines empiriques traditionnels de l'anthropologie se prêtent à cette approche, puisque c'est leur contexte qui se transforme et qui les transforme. Et aussi, à plus forte raison, les domaines investis depuis un certain nombre d'années par les anthropologues, non seulement la ville, qui a déjà ses lettres de noblesse dans la tradition professionnelle, mais les entreprises, les grands ensembles, les camps de réfugiés, les groupes d'immigrés, les ONG, toutes ces institutions ou ces espaces nouveaux apparus dans les dernières décennies, à condition toutefois que l'étude de leur micro-contexte respectif et de leur contexte global porte plus précisément sur les finalités dont ils sont ou non porteurs. Car c'est sur la question des finalités
que peut se mesurer, par sondage successif en quelque sorte, le désarroi idéologique d'un système planétaire en voie de constitution. Analyser les fins proclamées à diverses échelles et dans diverses situations institutionnelles ou historiques pourrait permettre de mettre en évidence les malentendus spécifiques à certaines conjonctures. Mais c'est peut-être du côté des finalités à éclipse que les observations les plus intéressantes peuvent s'effectuer. Par exemple, est-ce qu'on peut encore parler de culture d'entreprise, cette expression qui était si fréquemment évoquée il y a une vingtaine d'années? Est-ce qu'on peut encore parler de culture d'entreprise, c'est-à-dire évoquer un rapport à la société médié par l'appartenance à une entreprise lorsqu'on recourt au licenciement économique ou à la délocalisation? Non. Les chefs d'entreprise qui licencient ou qui délocalisent invoquent d'autres impératifs. Il faut affronter la concurrence, il faut réduire les coûts de production. Mais ces impératifs impliquent des fins plus spécifiques à l'entreprise elle-même, plus immédiatement économiques, voire financières. On licencie, les actions montent. Autrement dit, on sort de la culture conçue comme milieu social exemplaire. Les hésitations ou les vacillements du langage et du discours nous disent quelque chose des tensions internes au système et de leur évolution. Il arrive enfin que dans certains lieux du pouvoir économique ou politique, voire scientifique, la référence aux finalités disparaisse, purement et simplement, comme si tout allait de soi. On retrouve alors ce sentiment d'évidence que diffusent aujourd'hui les diverses institutions médiatiques. Je pense par exemple au rire et au sourire qui ne cessent de harceler le spectateur moyen à la télévision, comme pour le convaincre, à l'instar de diverses formes de publicité, que tout est à portée de main et que ce tout est vraiment tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à dire, tout ce qu'il y a à faire. Cette fin des finalités ouvre la voie à toutes les superstitions, à toutes les exploitations. Car s'il est bien vrai que les humains ne vivent pas quotidiennement avec le souci de leur fin dernière, ils ne peuvent pas pour autant se contenter indéfiniment d'une éternité molle, d'un temps arrêté. La course au sens s'engage dans les pires conditions qui soient. Le sens, ça n'est pas nécessairement le destin post-mortem, l'immortalité ou le paradis, c'est l'existence du lendemain, c'est-à-dire un ensemble de relations avec les autres, entre les uns et les autres, suffisamment consistant pour conjurer l'absurdité d'une solitude sans objet et au double sens du terme, sans fin. Tous les mouvements sociaux religieux que j'ai eu l'occasion d'étudier en Afrique ou en Amérique latine rassemblaient de façon plus ou moins durable ou éphémère des individus qui se cherchaient un nouvel environnement, soit définitivement en se réfugiant chez un prophète, comme dans un asile, soit plus ponctuellement dans les cas des mouvements de type Candomblé ou Banda au Brésil, qui modèlent le calendrier de chacun en faisant de la vie une vie de fêtes régulières, de rencontres. Le succès des sectes participe de ce désir, de ce besoin de maquiller la réalité ou de lui substituer l'artifice d'un monde parallèle, intime, où l'on peut croire se reconnaître, se faire reconnaître, attendre la suite et lutter contre la panique d'un présent définitif. L'illusion parle le langage des finalités, qui est aussi celui du désir, mais elle aussi, l'illusion qui est à la source de ces adhésions, utilise ce langage, le morcelle, le distille à dose homéopathique. Elle ne prétend pas orienter la société, mais s'y substituer.
condamnés dès lors à se dissiper à la lumière du jour. Sous tous les bruits de la société de consommation, sous la société, il faudrait dire, de communication-consommation, derrière l'écran des formes diverses de l'illusion, on ne perçoit qu'un silence sans précédent, aveu d'une perte totale d'imagination. Ce silence n'est pas sans rappeler la double disparition des mythes d'origine et des mythes du futur, par laquelle les philosophes ont caractérisé la modernité et la postmodernité. Les grands récits sont morts, constatait Lyotard, mais comme une marée noire dont on aurait d'abord sous-estimé l'ampleur, le silence envahit aussi nos institutions, nos échanges et nos personnes. D'où peut-être ce sentiment que les grands acteurs de l'histoire contemporaine parlent et se répètent sans rien dire, comme les personnages mécaniques, saccadés et affolés du cinéma muet. Comment mettre en place les conditions d'une utopie de l'éducation qui serait progressiste, c'est-à-dire qui ne renoncerait pas à améliorer le sort de l'humanité, et qui serait progressive pour éviter les errements du siècle précédent, c'est-à-dire qui passerait par des réformes et des adaptations. J'entends déjà les objections. Une utopie de l'éducation, belle idée, mais comment la réaliser? Nos budgets font déjà la part belle à l'éducation. Que voulez-vous de plus? Eh bien, ce que je voudrais de plus, c'est précisément la fin de cette objection. Taxer d'irréalisme toute proposition de transformation radicale, c'est refuser par avance de prêter attention au constat qui l'étaye. Le constat, en l'occurrence, c'est celui de la progression de l'ignorance en ce début de XXe siècle. J'ai parlé de l'avancée irrésistible de la science, mais parallèlement, il y a cette progression de l'ignorance. Que l'ignorance progresse, voilà ce qu'il ne faut pas dire pour ne choquer personne. Dans le monde bégueule où nous vivons, où les mots font plus peur que les faits, il faut taire ce fait massif, énorme et déterminant pour l'avenir de l'humanité. Plus la science progresse, plus l'ignorance s'étend. Il ne suffit pas de constater, comme des générations d'ethnographes s'y sont employés, que les savoirs traditionnels se perdent. Il faut ajouter que leur perte ne signifie pas l'accès aux nouveaux savoirs. Bien au contraire, c'est dans le domaine des connaissances que l'écart se creuse entre les pays développés et les pays sous-développés. Une partie majoritaire du monde est incapable de rien comprendre aux enjeux de la recherche scientifique. Le fait que des individualités s'échappent et se forment dans les universités, notamment américaines, le phénomène de la fuite des cerveaux, ou le fait qu'il y ait des secteurs scientifiques de pointe dans des pays à d'autres égards sous-développés, comme en Asie, ne change rien au constat d'ensemble. La ligne de partage entre connaissance et ignorance traverse d'ailleurs les pays considérés comme industriellement et scientifiquement développés. Le journal Le Monde a fait écho récemment à une enquête de la National Science Foundation selon laquelle seule une moitié des Américains du Nord, sait qu'il faut 1 an à la Terre pour faire le tour du Soleil. D'autres enquêtes établissent que la plupart d'entre eux croient au miracle, la moitié aux fantômes et 1/3 à l'astrologie. Je ne suis pas sûr, je pense que les chiffres en Europe seraient sensiblement équivalents. Dans ce contexte global, l'offensive des créationnistes dans le milieu universitaire prend tout son sens. Bien sûr, on peut remarquer que les étudiants les plus brillants des universités américaines sont asiatiques. Depuis 1999, le nombre des étudiants étrangers dans les cursus d'ingénieurs aux États-Unis a dépassé celui des Américains. Mais on sait bien que le développement scientifique en Asie traduit de considérables inégalités. Et l'examen des situations africaines ou du Moyen-Orient aboutirait à des conclusions infiniment plus désespérantes encore. Plus près de nous, à quelques notables exceptions près,
on semble plus ou moins entériner la distinction entre quartiers normaux et quartiers difficiles, comme on dit en France, entre les élites et les classes défavorisées. On constate que le système scolaire n'est plus créateur d'égalité, mais reproducteur des inégalités. Par ailleurs, la situation du marché de l'emploi, l'idéologie consumériste et le règne de l'image, qui auréole les vedettes du sport et de la variété, pèsent de tout leur poids sur les cœurs et les imaginations. La recherche américaine fascine les chercheurs européens. Même si l'on ne dispose pas de chiffres sûrs concernant la fuite des cerveaux européens vers l'Amérique, on peut affirmer qu'il s'agit d'un phénomène très important. C'est un phénomène qui correspond à la disproportion énorme entre l'appareil de recherche américain et l'appareil de recherche européen. Dans un entretien au magazine littéraire de 2004, George Steiner affirme que le budget annuel de Harvard dépasse le total des budgets de recherche des universités en Europe occidentale. Toute l'Europe occidentale. Autrement dit, à l'échelle mondiale, l'écart s'accroît en termes absolus et en termes relatifs entre ceux qui n'ont pas même accès à l'alphabétisation, à un bout, et ceux qui accèdent aux grandes hypothèses sur la constitution de l'univers ou l'apparition de la vie à l'autre bout. Faut-il ajouter que, globalement parlant, c'est le cas de le dire, le patrimoine philosophique de l'humanité semble en déshérence et que, entretenu par la violence et l'injustice, le repli souvent crispé sur des formes religieuses plus ou moins frustres et plus ou moins intolérantes tient lieu de penser à une partie considérable de l'humanité. Comment inverser la tendance ? Certainement pas d'un coup de baguette magique, ni par des vœux pieux. L'utopie ultime aujourd'hui, c'est l'éducation. Mais une utopie de l'éducation, contrairement aux utopies qui l'ont précédée, peut définir ses lieux, je le répète, sélectivement et ses étapes progressivement. Elle peut être réformiste par méthode si elle reste radicale comme projet. Mais c'est une révolution, car elle demande des sommes considérables, un argent considérable. C'est une révolution. Plus que toute autre initiative politique, elle se heurtera aux pesanteurs habituelles, au conservatisme institutionnel, à l'argument économique et au scepticisme qui mine tout projet dont la réalisation s'inscrit dans le temps. Néanmoins, en ce domaine, toute initiative locale, ponctuelle, peut apparaître comme un pas dans la bonne direction. Il n'y a pas de petits gains, pas de gains méprisables en matière d'éducation. Si l'humanité était héroïque, elle s'accommoderait de l'idée que la connaissance est sa fin dernière. Si l'humanité était généreuse, elle comprendrait que le partage des biens est pour elle la solution la plus économique. Marcel Mauss, dans son essai sur le don, avait commencé à explorer cette hypothèse. Si l'humanité était consciente d'elle-même, elle ne laisserait pas les enjeux de pouvoir obscurcir l'idéal de la connaissance. Mais l'humanité n'existe pas, il n'y a que des hommes, c'est-à-dire des sociétés, des groupes, des puissances. Le paradoxe du jour veut que ce soit au comble de cet état de diversité inégalitaire que s'achève la mondialisation du monde. Les plus opprimés des opprimés ont conscience d'appartenir au même monde que les nantis et les plus puissants, et inversement. Jamais, au fond, les hommes n'ont été en meilleure situation pour se penser comme humanité, comme société-humanité. Mais jamais non plus les tensions imputables à l'inégalité des positions de pouvoir et de richesse n'ont été aussi fortes. Ni l'héroïsme, ni la générosité, ni la conscience ne sont absents de quelque groupe humain que ce soit, mais ils n'y sont pas seuls, ils se mêlent aux rapports de force, aux évidences du présent, aux paresses et aux effrois de l'imagination. Et je crois que ce sont ces mélanges qu'il nous faut explorer concrètement, dans le détail,
pour savoir si l'utopie d'un monde sans peur et sans injustice, d'un monde assez fort pour assurer le bien-être de tous et de se consacrer qu'à l'aventure de la science, qu'à la science conçue comme aventure de l'humanité, possède encore quelques forces mobilisatrices. L'avenir de la planète ne peut pas s'envisager comme celui d'une élite plus ou moins restreinte. Cela, c'est l'horizon noir de notre histoire qui aboutirait à la perversion de l'idéal démocratique. En revanche, si l'idéal de recherche et de découverte, l'idéal de l'aventure devait se renforcer, devenir le seul idéal de la planète, les conséquences n'en seraient pas minces. La question des finalités aurait été explicitement posée et résolue. Les hommes en société n'ont pas d'autre finalité que la connaissance de leurs conditions et de leur histoire. Une société gouvernée par le seul idéal de recherche ne peut tolérer ni l'égalité ni la pauvreté. Il y aurait, à cette reprise de la question des finalités, des conséquences tout à fait intéressantes. Pour une société gouvernée par le seul idéal de recherche, les injustices sociales sont intellectuellement dérisoires, économiquement coûteuses et scientifiquement préjudiciables. L'utopie à construire et à réaliser, l'utopie qui peut orienter aussi bien les différents types de sciences que les observateurs du social, les artistes et les gestionnaires de l'économie, c'est une utopie de l'éducation pour tous, aussi nécessaire à la science qu'à la société. Il s'agit d'admettre, en somme, qu'il y a une possibilité de retombée collatérale. Il s'agit d'admettre que si nous sacrifions tout au savoir, à l'organisation et à la diffusion de la connaissance, nous aurons peut-être la richesse et la justice en plus. Merci.